Les meilleurs films de guerre s'inspirent de faits réels pour raconter l'horreur et le triomphe des conflits. Vous seriez surpris d'apprendre que certains personnages de films de guerre célèbres sont inspirés de personnes réelles. Alors aujourd'hui, nous allons révéler tous les personnages de vos films de guerre préférés qui ont été inspirés par des personnes réelles. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous d'être abonné à Weird History. Ensuite, laissez un commentaire pour nous dire quel sujet lié à la guerre vous aimeriez que nous abordions ensuite. Très bien. Est-ce que quelqu'un a vu le soldat Ryan? Il était juste ici. Le film Fury de David Ayer, sorti en 2014, est souvent salué pour sa représentation sans concession des réalités brutales du combat. Mais il y a un côté plus doux à cette histoire. Fury suit un équipage de chars mené par Don Wardaddy Collier, affrontant les champs de bataille sanglants d'Europe durant les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Wardaddy, joué par Brad Pitt, se soucie profondément de ses hommes et le montre sans crainte. C'est un trait qu'il partage avec son inspiration réelle, le sergent-chef de l'armée américaine Lafayette J. Poole. Né à Odom, au Texas, Poole s'est porté volontaire pour l'armée en 1940. Refusant une promotion pour devenir sous-lieutenant, Poole a préféré le champ de bataille où il allait former une équipe d'AS du char. Poole était un soldat fiable, farouchement dévoué à ses hommes. Contrairement à son homologue fictif, Poole est rentré chez lui et a vécu jusqu'en 1991, année où il est décédé à l'âge de 71 ans. Le film Dunkerque de Christopher Nolan, sorti en 2017, présente une performance inoubliable de Mark Rylance dans le rôle de Monsieur Dawson, qui est inspiré du commandant réel Charles Lightoller. Comme Dawson, Lightoller voulait conduire lui-même son navire à Dunkerque au lieu de laisser la marine le réquisitionner. Les deux hommes ont suivi les conseils de leur fils décédé pour éviter d'être coulés par les Allemands. Cependant, Lightoller est aussi connu pour d'autres faits que ses actes héroïques à Dunkerque. Fait incroyable, il était également l'officier le plus haut gradé à avoir survécu au naufrage du Titanic. Est-ce qu'on pourrait avoir un film uniquement sur ce type? Il faut reconnaître que Il faut sauver le soldat Ryan combine des scènes d'action palpitantes et un drame intime d'une manière que seul Steven Spielberg sait faire. Le film suit des soldats cherchant le soldat James Francis Ryan, joué par Matt Damon à l'époque de Will Hunting. Ryan est retenu captif derrière les lignes ennemies après que ses frères ont péri au combat. Bien que le groupe de soldats parvienne à retrouver le soldat Ryan, beaucoup d'entre eux perdent la vie au cours de la mission. L'histoire vraie, bien que tragique, est moins dramatique. Le sergent Frederick W. Fritz Nieland eut plusieurs frères tués au combat et un autre disparu au-dessus de la Birmanie. Mais Nieland lui-même n'a jamais été l'objet d'une mission de recherche audacieuse. Il a été évacué vers le Royaume-Uni puis vers les États-Unis sans faire grand bruit. De plus, Edward, le frère dont l'avion a été abattu au-dessus de la Birmanie, a également survécu à l'emprisonnement et est rentré aux États-Unis. Dans l'ensemble, la vraie vie a eu une fin bien plus heureuse que celle que nous avons vue dans le film. Oliver Stone s'est toujours passionné pour les périodes troublées de l'histoire américaine, notamment la guerre du Vietnam. Son classique de 1986, Platoon, s'intéresse à l'expérience des soldats sur le terrain, avec des performances émouvantes comme celle de Willem Dafoe dans le rôle du sergent Elias. Le personnage du film est idéaliste, en contraste marqué avec certains des autres personnages, notamment le sergent Barnes interprété par Tom Berenger. Cela s'explique par le fait que, selon Stone, Elias était inspiré d'un homme réel que le réalisateur souhaitait honorer. Le sergent américain Juan Angel Elias était réputé sympathique et s'entendait bien avec la plupart de ses camarades. Malheureusement, ce récipiendaire de la Purple Heart a péri dans une explosion de grenade en 1968. La version d'Elias dans le film est également appréciée par la plupart de la section, mais il tombe victime du traître Barnes et est abandonné avant d'être mortellement abattu par l'armée nord-vietnamienne. C'est l'image sur l'affiche. Je suppose qu'il y a des spoilers pour Platoon. Le film Inglourious Basterds de Quentin Tarantino est rempli de sa violence habituelle exagérée et de dialogues percutants. Il prend aussi de grandes libertés avec l'histoire de la Seconde Guerre mondiale pour créer un récit captivant. Mais cela ne signifie pas que tout dans le film de 2009 est fictif. Le rôle de Daniel Brühl en tant que tireur d'élite allemand,
Frederick Zeller est basé sur deux personnes réelles, l'Américain Audie Murphy et l'Autrichien Matthias Etzenauer. Après avoir été l'un des soldats les plus célèbres et décorés de la Seconde Guerre mondiale, Murphy est devenu un acteur très célèbre dans les années 1950 et 1960. Etzenauer, quant à lui, était un tireur d'élite qui a éliminé plus de 300 hommes. Comme beaucoup de soldats fictifs de cette liste, Zeller meurt à la fin du film. Cependant, ces deux inspirations réelles ont survécu à la guerre. Murphy est décédé dans un accident d'avion en 1971 et Etzenauer est mort à l'âge de 79 ans en 2004. Bien que le film épique sur la guerre d'indépendance de Roland Emmerich, The Patriot, soit une œuvre cinématographique émouvante, ce n'est pas le film le plus fidèle à l'histoire. Plusieurs vérités sont déformées au nom de l'histoire qui suit le colonel Benjamin Martin, interprété par Mel Gibson, et son ennemi juré, le colonel William Tavington, joué par Jason Isaacs. L'un des points où le film de 2000 est fidèle à l'histoire, Zekigo, c'est que Tavington s'inspire d'une personne réelle, le colonel de l'armée britannique Bannister Tarleton. Comme son homologue cinématographique, Tarleton était connu pour sa cruauté et était particulièrement actif dans le sud des États-Unis. Bien sûr, Emmerich a offert à Tavington une fin beaucoup plus dramatique que celle vécue par Tarleton. Dans le film, Martin vainc Tavington lors d'un combat au corps à corps. En réalité, Tarleton a survécu à la guerre, est revenu en Angleterre et a siégé au Parlement. Est-ce pire que de mourir dans un duel au corps à corps? Qui peut le dire? Apocalypse Now de Francis Ford Coppola est salué comme l'un des chefs-d'œuvre emblématiques du réalisateur. Sorti en 1979 et basé sur la nouvelle Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, il visait à donner aux spectateurs une idée de ce qu'était réellement la guerre du Vietnam. Pour atteindre cet objectif, le film s'est inspiré de la vie de l'officier des opérations paramilitaires de la CIA Anthony Pochipny, dans sa représentation du colonel Kurtz. Interprété par l'incroyable Marlon Brando, Kurtz est un mégalomane cruel déterminé à gagner la guerre à tout prix. Pochipny, également connu sous le nom de Tony Po, était lui aussi réputé pour sa barbarie en temps de guerre. Contrairement à Kurtz, cependant, Po a réussi à survivre. Il a finalement été expulsé de Thaïlande vers les États-Unis, où il est décédé en 2003 à l'âge de 78 ans. Le film Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, sorti en 1987, est une démonstration sans détour du cynisme à propos de la guerre et de son impact sur les jeunes hommes forcés de combattre. Le public endure les horreurs de la guerre du Vietnam aux côtés du sergent J.T. Joker Davis, interprété par Matthew Modine, aussi bien sur le champ de bataille qu'en dehors. Bien que le style de Kubrick, à la fois sombre et drôle, imprègne le film, ce n'est pas une histoire originale. Full Metal Jacket est basé sur le roman de Gustav Horsford, The Short Timers, publié en 1979, un roman autobiographique inspiré de l'expérience personnelle de Horsford dans le corps des Marines des États-Unis. Une différence majeure entre Joker et Horsford réside dans leur statut militaire. Joker est présenté comme une recrue des Marines, tandis qu'Horsford était journaliste militaire et vétéran des Marines, ayant publié dans divers magazines avant d'écrire The Short Timers. La réalisatrice Catherine Bigelow a sorti en 2012 Zero Dark Thirty, un film à suspense sur l'un des conflits les plus complexes du XXIe siècle. Le film suit les efforts des agences de renseignement américaines pour retrouver Oussama Ben Laden après les attentats du 11 septembre. L'analyste du renseignement de la CIA Maya Harris, interprétée par Jessica Chastain, est prête à tout pour obtenir ce dont elle a besoin. Même si ses méthodes paraissent extrêmes, sa quête d'information relève davantage de la réalité que de la fiction. Alfreda Frances Bukowski, l'agent de la CIA dont le personnage de Maya est inspiré, a toujours affirmé sa conviction dans la valeur de pratiques, comme la simulation de noyade, qu'elle estime avoir été bénéfique pour freiner le terrorisme. C'est elle qui a apporté le côté sombre à Zero Dark Thirty. Red Tail de 2012 met en lumière les aviateurs de Tuskegee, un groupe de pilotes noirs qui ont servi dans les forces aériennes de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Réalisé par Anthony Hemingway, avec des prises de vue supplémentaires dirigées par George Lucas. Oui, ce George Lucas-là.
le film met en scène le personnage du lieutenant Joe Lightning Little, interprété par David Oyelowo. Bien que Lightning soit une invention pour le film, sa personnalité téméraire et son esprit brillant sont inspirés du capitaine des aviateurs de Tuskegee, Wendell Pruitt. Selon Oyelowo, de nombreux aviateurs réels à qui il a parlé ont remarqué les similitudes de son personnage avec Pruitt, notamment dans son attitude et son esprit de compétition féroce. Le film Le Dernier Samouraï d'Edward Zwick se concentre sur le seigneur Moritsugu Katsumoto, interprété par Ken Watanabe, et Nathan Algren, joué par Tom Cruise, qui se sont liés d'amitié pendant une période charnière de l'histoire japonaise du XIXe siècle. Comme le reste de ces films de guerre hollywoodiens, ce film de 2003 mélange la fiction et la réalité, en particulier en ce qui concerne Algren. Le personnage est basé sur Jules Brunet, qui a visité le Japon et en est venu à s'identifier aux samouraïs et à leur guerre contre l'empereur. Mais contrairement à Algren, Brunet n'était pas un vétéran de la guerre de sécession américaine. En réalité, c'était un Français qui est finalement retourné en France après la défaite des samouraïs, alors que le destin ambigu d'Algren s'est mêlé à une discrète quête amoureuse. Et c'est un film, il faut bien glisser une histoire d'amour quelque part. Réalisé par John Moore, en Territoire ennemi de 2000, un met en vedette Owen Wilson dans le rôle du lieutenant de la marine américaine Chris Longhorn Burnett, qui, comme le titre l'indique, se retrouve coincé derrière les lignes ennemies pendant la guerre de Bosnie au milieu des années 90. Tout au long du film, Burnett joue un rôle clé dans la révélation du génocide, mais ce faisant, il montre qu'il est un homme qui refuse d'obéir aux ordres et son comportement téméraire manque de peu de causer sa perte. Le personnage de Burnett serait inspiré du capitaine de l'US Air Force Scott O'Grady, qui n'a pas apprécié sa représentation dans le film. O'Grady a assuré qu'il suivait toujours les ordres et n'était pas aussi imprudent que son homologue à l'écran. Il a donc intenté un procès contre le studio de cinéma 20th Century Fox, alléguant une atteinte à la vie privée et affirmant que le studio avait tiré des profits indus de son expérience vécue. En 2004, ce procès a été réglé à l'amiable, bien que les détails restent confidentiels, presque comme s'ils étaient derrière les lignes ennemies. De l'histoire de Rosie, la riveteuse, à leur rôle clé dans l'industrie durant la Seconde Guerre mondiale, les femmes américaines ont été essentielles à l'effort de guerre, sur le front intérieur comme à l'étranger. 6 millions de femmes ont rejoint la population active pendant la Seconde Guerre mondiale. Elles ont contribué à faire tourner le pays et ont finalement joué un rôle déterminant dans la victoire. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'était que d'être une ouvrière d'usine pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, il est temps de retrousser nos manches et de nous attaquer à cette histoire fascinante. Devenir ouvrière d'usine pendant la guerre était un acte patriotique et une opportunité économique pour de nombreuses femmes aux États-Unis. Lorsque la guerre a éclaté et que les hommes se sont engagés ou ont été enrôlés pour combattre à l'étranger, le besoin de main-d'œuvre est devenu crucial. Après tout, ces chars n'allaient pas se construire tout seuls. Ce n'est pas Cybertron. Le pays avait besoin de main-d'œuvre pour des rôles essentiels dans chaque secteur. Les femmes ont pu accéder à des métiers autrefois réservés aux hommes, du chauffeur de camion à l'ingénieur. Des centaines de milliers de femmes ont servi dans des postes non combattants dans l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, les Marines et les gardes-côtes, et plus de 3 millions se sont portés volontaires pour la Croix-Rouge. Mais la majorité a travaillé dans l'industrie, des millions étant employés dans des usines de biens durables reconverties pour produire les munitions, avions, véhicules, machines et navires nécessaires aux États-Unis pour gagner. Avant, les femmes occupaient surtout des postes administratifs ou de service. Mais quand le besoin s'est présenté, elles ont répondu à l'appel. Des usines dans tout le pays ont été réaménagées pour fabriquer et réparer munitions, avions, véhicules et machines pour l'effort de guerre. Et il s'est avéré que les femmes étaient plus que capables de relever les défis du travail en usine, y compris travailler dans des espaces confinés, atteindre des objectifs de production ambitieux et gérer la nature répétitive du travail en usine. Malheureusement, les conditions en usine restaient aussi dures qu'avant. Les horaires étaient longs et la vie en usine pouvait être épuisante et dangereuse. Malgré cela, de nombreuses femmes américaines ont assumé des rôles essentiels. Nombreux travaillaient sur les avions et navires utilisés durant la guerre. D'autres faisaient fonctionner les hauts fourneaux utilisés pour fabriquer des matériaux ou effectuaient des réparations essentielles sur des équipements endommagés.
Outre la construction et les réparations, ils devaient aussi inspecter et tester leur fabrication, car il était crucial de ne pas découvrir un avion mal assemblé, quittant un porte-avions de façon incontrôlable. Qu'il s'agisse de réparer des véhicules endommagés, de peindre du radium sur des panneaux d'instruments ou de rifter et percer, les femmes occupaient une large gamme d'emplois dans l'industrie de la défense qui exigeait une grande précision et de nouveaux niveaux d'efficacité. Construire des moteurs d'avion, réparer des pièces, souder, rifter et inspecter les machines faisaient tous partie du travail quotidien pendant la guerre. Le travail des femmes en usine ne se limitait pas au riftage ou à la conduite de grues. Certaines femmes ont aidé à concevoir des avions, ont travaillé comme déchiffreuses de code ou ont piloté des avions. Dans un numéro de National Geographic de 1944, Glenn Martin, dont l'entreprise deviendra plus tard Lockheed Martin, a qualifié les femmes d'atouts pour les usines, déclarant « La présence de tant de femmes a eu un excellent effet sur la production. Elles ont atteint des records de production défiant les hommes. Il y a aussi quelque chose qu'un homme ne supporte pas quand une femme le dépasse, lui et sa machine. C'est le secret d'une main-d'œuvre en bonne santé. Mettez-les en concurrence les uns avec les autres. » Convaincre les femmes de travailler a nécessité des efforts. Convaincre une génération d'abandonner ses rôles de genre traditionnels et de participer à l'effort de guerre n'a pas été facile. Mais les États-Unis ont utilisé des tactiques éprouvées pour rallier les gens à leur cause. La plupart d'entre nous connaissent probablement l'affiche de recrutement « I want you » avec un oncle Sam extrêmement intense pointant un doigt accusateur vers l'avant, comme si tu avais oublié de tirer la chasse. Des affiches montrant des femmes en usine, des slogans comme « Nous pouvons le faire » et l'image iconique de Rosie la riveteuse ont encouragé les femmes à rejoindre l'effort de guerre. Les messages soulignaient l'importance du travail de guerre pour le pays et l'opportunité économique qu'il représentait. D'autres méthodes de recrutement ont aussi été employées pendant la guerre. Des vidéos de la commission de la main-d'œuvre de guerre mettaient en avant l'intérêt de mettre à profit dans les usines ou d'autres secteurs les compétences acquises à la maison. La commission de la main-d'œuvre de guerre a diffusé des annonces dans les journaux et à la radio pour encourager les femmes à rejoindre l'effort. Elle avait également des bureaux de recrutement qui incitaient les gens à accepter des emplois liés à la guerre. Un des arguments majeurs du travail en usine était les salaires plus élevés. Certaines usines payaient de mieux que les emplois féminins traditionnels comme secrétaire. En plus, on ne peut pas utiliser une presse mécanique tout en répondant au téléphone dans un cabinet de médecine générale. Rosie la riveteuse est une image emblématique de la Seconde Guerre mondiale. Tu sais, à part ce gars avec une moustache. Ou plutôt, ces deux gars avec une moustache. Sur les affiches et illustrations, Rosie apparaît comme une femme forte et confiante, en salopette bleue et bandana rouge. Elle était un symbole d'émancipation et un symbole plutôt efficace d'ailleurs. De 1940 à 1944, 6,3 millions de femmes supplémentaires sont allées travailler dans diverses industries et postes, faisant passer la représentation des femmes dans la population active du pays de 24% à 32% et faisant chuter le taux de chômage à son niveau le plus bas jamais enregistré, soit 1,2%. Bien que les femmes ayant travaillé dans les usines pendant la guerre aient été collectivement appelées Rosie, il y a eu quelques femmes réelles qui étaient probablement les sources d'inspiration pour Rosie la riveteuse. L'artiste Norman Rockwell a pris pour modèle une femme nommée Mary Doyle Keefe pour son illustration de Rosie. Rosalind P. Walter, qui posait des rivets sur les avions de chasse corsaires, est une autre source d'inspiration probable, tout comme une femme nommée Naomi Parker Fraley. Peu importe qui a inspiré l'image emblématique, collectivement, les Rosie ont participé à un effort de guerre qui a permis de construire plus de 297 000 avions, plus de 100 000 chars et des milliards de munitions pour armes légères. L'idée de Rosie était tellement captivante qu'elle est même devenue le sujet de sa propre chanson, Rosie la riveteuse, interprétée par le célèbre chef d'orchestre Kay Kaiser. On sait qu'on a percé quand le chef d'orchestre compose une chanson pour vous. Durant la Seconde Guerre mondiale, des femmes de tous horizons ont servi leur pays. Parmi les femmes qui travaillaient, une part importante était mariée, leur mari étant parti combattre à la guerre. En 1944, les femmes occupaient un tiers des emplois en usine aux États-Unis. Cependant, les femmes noires voulant participer étaient freinées par des pratiques de discrimination raciale. Grâce à des militantes comme Mary McLeod Bethune, les problèmes ont été portés à l'attention du président Franklin Delano Roosevelt, qui a agi en conséquence.
Après que Franklin Delano Roosevelt a signé le décret 8802 en 1941, la discrimination raciale a été interdite dans l'industrie de la défense. Plus d'1 million de femmes afro-américaines ont ainsi intégré des emplois rémunérés dans la défense, comme administratrices, travailleuses ferroviaires, fabricantes de tôles et ouvrières d'usines, devenant essentielles à l'effort de guerre. Durant la Seconde Guerre mondiale, concilier vie professionnelle et privée était difficile. Pour les femmes mariées qui travaillaient dans les usines, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée était encore plus difficile à atteindre car leurs maris combattaient à l'étranger. Beaucoup de femmes travaillaient de longues heures, 6 jours par semaine, surtout après que le gouvernement a instauré une semaine de travail obligatoire de 48 heures au début de 1943, et ces femmes devaient ensuite s'occuper de leurs enfants et de la maison chez elles. Pour les femmes travaillant dans les usines qui produisaient du matériel de guerre, il y avait également une forte demande d'heures supplémentaires. Comme il s'agissait de certains des emplois les mieux rémunérés disponibles, les femmes tenaient à continuer, assurant la présence dans les usines 24 heures sur 24. Pour ces femmes qualifiées dans les industries de guerre, bénéficiant d'une forte protection syndicale, les salaires étaient élevés et équivalents à ceux des hommes. Mais l'égalité salariale n'a pas été obtenue facilement ni de manière constante. Décisions juridiques, politiques gouvernementales, grèves et accords syndicaux servaient à garantir un salaire égal pour un travail équivalent, peu importe le genre. Cependant, cela n'était pas toujours efficace, surtout pour les femmes employées dans des secteurs non liés à la défense, sans protection syndicale, ou dans des États avec des lois défavorables ou qui limitaient la capacité des femmes à travailler. Elles touchaient un salaire inférieur à celui des hommes et bien moindre comparé aux ouvriers des industries de guerre. Certaines femmes aimaient ce travail car il permettait de finir à heure fixe, ce qui est souvent sous-estimé. D'autres appréciaient l'argent et certaines voulaient aider à l'effort de guerre et vaincre ces nazis. Quant aux femmes qui avaient des enfants, le gouvernement a su répondre présent pour les aider, du moins pendant un certain temps. La garde d'enfants était onéreuse, mais durant la Seconde Guerre mondiale, les mères travaillant dans la production de guerre avaient un accès inédit à des crèches subventionnées. Le gouvernement américain a créé des services de garde d'enfants subventionnés en 1942 grâce à l'autorité et au fonds de la loi sur le logement de défense et les services communautaires. Selon cette loi, les familles des communautés liées à la production de défense pouvaient utiliser des services de garde 6 jours par semaine, mais il ne s'agissait pas d'une garderie gratuite pour tous. Les communautés devaient demander des financements par le biais de cette loi afin d'apporter un soutien direct aux travailleurs de la production en temps de guerre et de construire leur propre centre de garde d'enfants. La majorité des centres de garde d'enfants étaient installés dans des bâtiments existants, bien que certains ayant été spécialement construits à cet effet. Certaines communautés ont transformé les sous-sols d'églises en centres de garde, car évidemment, les meilleurs services se trouvent toujours en sous-sol. Des centres de garde ont été créés dans les usines où travaillaient les mères. Les fonds pour ces centres ont été approuvés rapidement. La garde d'enfants, non gratuite, était subventionnée à environ 50 centimes par jour. Pour ceux qui tiennent les comptes, cela équivaut à plusieurs dollars par jour en 2022. C'est une très bonne affaire. Ce n'était pas juste un groupe d'enfants livrés à eux-mêmes dans un gymnase comme dans Sa Majesté des Mouches durant 8 heures. De nombreuses crèches proposaient des soins de qualité, des repas gratuits, un encadrement éducatif et s'adaptaient aux horaires atypiques des mères. Selon des études réalisées ces années-là, les femmes étaient très satisfaites de ces programmes. The Allied victory. 1945 a mis fin à la guerre, mais a présenté un nouveau défi. Comment démobiliser des millions de soldats et passer à une économie de paix? Ce n'était pas une mince affaire. En 1944, 47% de toute la production aux États-Unis était liée à la guerre. Le retour à la paix a provoqué la fermeture d'usines pour rééquipement, des licenciements, une baisse des salaires et la fin des programmes liés à la production de guerre, comme la garde d'enfants subventionnée, ce qui a affecté la capacité et la motivation des femmes à travailler. Avec 10 millions d'anciens combattants de retour à la vie civile, la crainte d'une catastrophe économique était réelle. La Grande Dépression était encore fraîche dans les mémoires et les prévisions de chômage d'après-guerre atteignaient jusqu'à 34%. Le GI Bill a alors été adopté, offrant placement, formation, prêts et allocations chômage. Le public a soutenu les soldats revenus et les employeurs ont favorisé l'embauche des anciens combattants. Ainsi, la plupart des Rosies n'ont pas pu obtenir d'emploi en usine lorsque la production a repris. Et dans certaines industries, comme la fabrication automobile,
Les femmes n'étaient même pas considérées pour le travail en usine et ont été abandonnées par leurs syndicats. Avec le retour à une économie de paix aux États-Unis et le début du baby-boom, la participation des femmes au travail a baissé. Bien qu'elle soit restée au-dessus des niveaux d'avant-guerre et ait augmenté jusqu'aux années 1960, dépassant alors son pic de 37%, atteint pendant la Seconde Guerre mondiale. Les femmes dans la population active pendant la Seconde Guerre mondiale, représentées par l'image de Rosie la rifteuse, ont été essentielles au succès des forces américaines combattant à travers le monde et déterminantes pour assurer la victoire mondiale des Alliés. En affrontant les défis de la guerre, les femmes de tout le pays se sont aussi redéfinies et ont redéfini leur rôle, transformant l'Amérique et ouvrant de nouvelles voies à celles souhaitant travailler dans les décennies suivantes. La série télévisée Vikings racontait l'histoire de Ragnar Lodbrok et d'une multitude d'autres Scandinaves notables qui ont vécu au tout début de la soi-disant époque des Vikings. Sa série dérivée, Vikings Valhalla, reprend environ un siècle plus tard et explore l'une des périodes les plus fascinantes et intenses de l'histoire médiévale. Alors aujourd'hui, nous allons jeter un œil à la véritable histoire des personnages principaux de Vikings Valhalla. D'accord, il est temps d'embarquer sur les dracars pour découvrir cette histoire insolite. Leif Erikson était le fils d'Éric le Rouge, le premier Norrois à avoir colonisé le Groenland après avoir été exilé d'Islande. Oh, le fils d'Éric. Oh, je viens de comprendre. Leif s'est aventuré en Norvège vers l'an 1000 de notre ère, où il est entré au service du roi Olav Tryggvason, qui lui a confié la mission de répandre le christianisme. Sur le chemin du retour vers le Groenland, Leif se serait égaré et aurait fait un détour jusqu'au Vinland, une région aujourd'hui située au Canada. Cela fait probablement de Leif le premier Européen à avoir posé le pied dans le Nouveau Monde, et il l'a fait près de 450 ans avant la naissance de Christophe Colomb. Cependant, les détails de ce voyage sont un peu confus. Les expéditions vers le Vinland ont été rapportées dans deux sagas distinctes, la saga des Groenlandais et la saga d'Éric le Rouge, et chacune raconte l'histoire de manière très différente, ce qui laisse beaucoup de place à l'interprétation. C'est de la musique pour les oreilles d'un scénariste télé. La fille d'Éric le Rouge, Freydis, est née vers 970. Dans la saga d'Éric et celle des Groenlandais, elle est décrite comme une femme farouche, réprimandant les hommes qui battent en retraite pour leur lâcheté et réclamant une arme pour se joindre au combat. Elle était aussi redoutablement rusée. Freydis recruta 2 Vikings pour naviguer vers le Vinland, leur proposant de partager le butin du voyage avec eux, mais elle les trahit à leur arrivée, les accusant de l'avoir agressée. Le mari de Freydis, Porvart, anéantit les hommes. Freydis saisit alors une hache et tua les 5 femmes qui les avaient également accompagnées lors du voyage. Note à moi-même, ne jamais répondre aux annonces de Freydis sur Craigslist. En tant que roi de Norvège de 1046 à 1066, Harald Sigurdsson, également connu sous le nom de Harald Hardrada, ce qui signifie souverain dur ou impitoyable, a passé sa jeunesse en tant que membre de la garde varangienne dans l'Empire byzantin. Après avoir traversé la Méditerranée et vécu quelque temps dans la Russie actuelle, Harald est rentré chez lui et est devenu roi de Norvège en 1047 à la suite de la mort de Magnus le Bon. Magnus avait aussi régné sur le Danemark, mais les Danois ont refusé de se soumettre à Harald. Difficile de succéder à un gars surnommé le Bon, surtout quand on s'appelle Harald le Sans Pitié, ce qui ressemble pas mal à un nom de catcheur. Vers 1064, Harald a plutôt jeté son dévolu sur l'Angleterre, envahissant la campagne aux côtés de Tostig Gonson, le frère du roi Harald Gonson, en septembre 1066. Affirmant qu'il avait un droit au trône grâce à son parent Knut le Grand, Harald considérait le roi Gonson comme un usurpateur. Après être arrivé en Angleterre, Harald Hardrada et Tostig ont vaincu les comtes de Northumbrie et leurs hommes lors de la bataille de Fulford, le 20 septembre 1066. 5 jours plus tard, la bataille de Stamford Bridge opposa Harald à Harald, ce qui a dû être déroutant pour tous les participants. Mais la confusion n'a pas duré longtemps car le roi Harald Gonson a remporté la bataille, éliminant Harald le Sans Pitié et Tostig au passage. Æthelred, l'un des rois ayant régné le plus longtemps sur l'Angleterre, a subi des années de conflits avec les Red Vikings, puis les habitants du pays. Sous Elred, l'Angleterre a repris le paiement du Dangeld aux Vikings, une sorte de tribu pour éviter qu'ils ne causent donc des problèmes, une sorte de raquette de protection à l'échelle géopolitique. Cependant, ces paiements n'ont pas dissuadé les Danois.
La présence des Danois en Angleterre était devenue tellement problématique pour le roi que, en 1002, il a ordonné ce qu'on appelle le massacre de la Saint-Brice. La Saint-Brice, ça n'a jamais vraiment pris, n'est-ce pas? On dirait le nom d'un prof de tennis condamné pour arnaque pyramidale. Ethelred a publié une charte ordonnant le massacre de tous les hommes danois en Angleterre. Cela n'a fait qu'exacerber l'animosité des Danois. Les raids ont continué, tout comme les paiements du Danegeld. Et en 1013, Sven Barbe-Fourchu est entré en Angleterre et a pris la couronne d'Ethelred. Quand un type nommé Sven Barbe-Fourchu vient réclamer ton chapeau, il vaut mieux le lui donner directement. Roi du Danemark, de Norvège et d'Angleterre au début du XIe siècle, Knut le Grand a vraiment mérité son surnom. Il était le fils de Sven Barbe-Fourchu, mais après la mort de Sven en 1014, l'Angleterre n'a pas reconnu Knut comme son nouveau souverain, préférant soutenir Ethelred l'Indécis à la place. Ethelred est finalement revenu en Angleterre, mais il n'a pas pu résister aux forces scandinaves de Knut. Knut prit le contrôle de l'Angleterre en 1018, épousa la veuve d'Ethelred et établit une sorte d'empire dans la région de la mer du Nord. Knut devint le seul souverain du Danemark en 1019 et régna sur la Norvège à partir de 1028. Il était le détenteur incontesté de 3 titres mondiaux. Comme Mike Tyson dans les années 80, Knut était un guerrier habile, mais aussi un dirigeant intelligent. Il a mêlé du personnel anglais et danois pour gérer ses terres et promulguer un code de loi en 1020. Il a aussi instauré des liens diplomatiques avec le Saint-Empire romain germanique et la papauté. Mais la mort de Knut en 1035 a créé un vide de pouvoir qui a opposé ses fils les uns aux autres, ce qui est plutôt étrange. Ce n'est pas comme s'il n'avait pas assez de royaumes à partager. Emma de Normandie était la fille d'un duc normand, l'épouse de 2 rois anglais et la mère de 2 autres. On peut parler de polyvalence. Le premier mariage d'Emma avec le roi Ethelred l'Indécis a donné naissance à 2 fils, Alfred et Édouard, ainsi qu'à une fille nommée Kogivu. Pour protéger ses enfants des attaques des Scandinaves contre l'Angleterre, Emma les a envoyés grandir en Normandie. Après que Knut le Grand eut vaincu le roi Ethelred et pris le contrôle de l'Angleterre en 1016, Emma épousa Knut et ils eurent 2 enfants, une fille, Gunhild, et un fils, Harthuknut, qui régna sur l'Angleterre de 1040 à 1042. Les archives indiquent qu'Emma était assez active pour s'assurer que son fils devienne roi, obtenant soi-disant de Knut la promesse qu'il ne placerait jamais sur le trône le fils d'une autre épouse que la sienne après lui. Cela visait à empêcher Harold Pied de Lièvre, fils de Knut et de sa première femme, d'accéder au trône. Tous ces pillages ont créé des dynamiques familiales complexes, similaires à une famille recomposée sans pitié. Harold Pied de Lièvre et Artha Knut ont en fait régné conjointement sur l'Angleterre après la mort de Knut en 1035. C'est comme partager le royaume avec ton petit frère, sinon personne n'a de McDonald's. Harold Pied de Lièvre a évincé son frère du pouvoir en 1037, mais il est mort en 1040, laissant Artha Knut comme seul héritier vivant. Le roi Olaf feu de Haakonsrøy, le Rhône II de Norvège, aussi connu sous le nom d'Olaf Haraldsson, était le frère de Harald Hardrada. Tu te souviens du gars impitoyable? Olaf a régné sur la Norvège de 1015 à 1030, soumettant systématiquement les chefferies norvégiennes à son contrôle à la fin des années 1010. Il a perdu le soutien de ses nobles en 1029 et a été exilé sans avoir graissé assez de pattes. Dommage que les billets des Lakers n'existaient pas encore. Il est ensuite revenu en Norvège où il a combattu et péri à la bataille de Stiklestad en 1030. Olaf était un chrétien dévoué et cherchait à convertir la Norvège, mais sa façon de prêcher l'évangile ressemblait plus au death metal qu'à une chorale de tabernacle. Olaf aurait chassé de nombreux païens du pays. D'autres incroyants se faisaient mutiler les mains et les pieds, arracher les yeux ou étaient tout simplement pendus. Peut-être qu'Olaf aurait dû être surnommé le sans-pitié. Olaf est loué pour son engagement chrétien et est aujourd'hui reconnu comme saint. Godwin, comte de Wessex, a atteint une grande notoriété en Angleterre pendant le règne du roi Knut le Grand. Après la mort de Knut, Godwin a soutenu la revendication de Harthuknut au trône du Danemark. Au même moment, Alfred, le fils aîné de notre ami maladroit Ethelred l'Indécis, a tenté d'envahir l'Angleterre. Apparemment, Alfred s'est inspiré des méthodes de son père. Il a été intercepté par Godwin et livré à Harold Pied de Lièvre, qui a fait aveugler Alfred avant de le faire exécuter. Godwin, quant à lui, était un personnage rusé. Entre 1035 et 1042 de notre ère, il a changé de camp selon celui qui détenait la couronne.
Ce n'était pas la pire des stratégies, il était comme Petyr Baelish, mais mieux écrit. Lorsqu'Édouard le Confesseur, l'autre fils d'Ethelred et d'Emma de Normandie, devint roi en 1042, Godwyn détenait un immense pouvoir en Angleterre. La fille de Godwyn, Edith, épousa le roi Édouard en 1045. Le roi Édouard a brièvement exilé Godwyn et ses fils, Sven, Tostig, Gert, Leofwin et Harald, mais ils sont finalement revenus pour contrôler pratiquement tout le pays. Après la mort de Godwyn, en 1053, son fils aîné, Harold, hérita du comté de Wessex. En 1062, Tostig devint comte de Northumbrie. Sven était le comte de Herefordshire. Gert détenait le comté d'East Anglie et Leofwin fut nommé comte de Kent. Et à la mort d'Édouard, en 1066, Harold fut couronné roi. Godwyn, si attaché à sa stratégie, n'a même pas vécu pour voir ses plans réussir. Édric Striona était le comte de Mercie pendant le règne d'Athelred l'un des 6, et il finit par épouser la fille du roi, Elgitha. Édric resta loyal envers son beau-père jusqu'en 1015 lorsqu'il changea d'allégeance pour soutenir Canute le Grand. Même avec d'excellentes cotes du bookmaker, ne pariez jamais sur quelqu'un appelé l'Indécis. Identifié comme un traître par des chroniqueurs comme Jean de Worcester, Édric prit les armes contre le fils d'Athelred, Edmond Côte de Fer, lorsque ce dernier devint roi après la mort de son père. Edmond n'a régné que d'avril à octobre 1016 avant d'être évincé du trône par Knut après la désastreuse bataille d'Essendune. Pendant ce temps, les choses semblaient plutôt bien se passer pour Édric. Mais en 1017, sa loyauté changeante finit par le rattraper lorsque Knut le Grand le fit exécuter. Il n'est pas tout à fait clair quelle figure de l'histoire scandinave a inspiré Estrid Holken. Une possibilité est Holken Eriksson, également connu sous le nom de Holken de Lata. Holken Lata se trouvait en Norvège lorsque Olaf Haraldsson est revenu pour prendre le trône en 1015. Håkon a ensuite gouverné la Norvège à la place de Knut dans les années 1020, tandis qu'Olaf Haraldsson était en exil. La deuxième source d'inspiration possible est Håkon Sigurdsson. Il était également comte de Lata, bien que ce soit au milieu du Xe siècle. Håkon Sigurdsson était dévoué aux dieux païens nordiques, ce qui lui a valu le soutien des chefs norvégiens pendant qu'il gouvernait la Norvège. Cependant, en 995 de notre ère, Håkon fut trahi par son propre esclave, Kark, qui sortit un grand couteau de sa ceinture et le décapita. On peut clairement appeler ça une trahison. Il y a peut-être une leçon à en tirer, peut-être sur le fait de ne pas posséder d'esclaves. Malgré son nom impressionnant, Edmond Côte de Fer n'a régné sur l'Angleterre que quelques mois en 1016. Edmond hérita du trône en avril de son père, Athelred l'un des Sith, qui était déjà bien mort. Mais il le perdit au profit de Knut le Grand en octobre après sa défaite à Assandun et mourut un mois plus tard, soit un règne aussi court qu'une saison de Ligue majeure de baseball. Je ne sais pas ce qui est le plus ennuyeux. Et tout comme son père, la vie entière d'Edmond fut marquée par une malchance presque comique. Edmond est né vers 988 et sa mère, Elfgifu d'York, est décédée alors qu'il n'était qu'un enfant. Il avait de nombreux frères et sœurs, dont 2 frères aînés nommés Athelstan et Egbert. Ce seraient des noms difficiles à porter au lycée. Ces 2 frères aînés sont morts, laissant Edmond comme l'héritier condamné au trône de leur père. Fait intéressant, la vie d'Edmond a vaguement inspiré une pièce de l'époque élisabéthaine intitulée Edmund Ironside, A War Hath Made All Friends. L'auteur de la pièce est inconnu, mais certains universitaires pensent comme qu'il s'agit peut-être d'une œuvre précoce de William Shakespeare. Cette note de bas de page est sans doute ce qui est arrivé de plus marquant à Edmond Ironside. Mais c'est toujours mieux que rien. Le film épique historique de Martin Scorsese, sorti en 2002 Gangs of New York, prend plusieurs libertés avec l'histoire réelle. Une grande partie du film ainsi que certains personnages à l'écran s'inspirent directement d'événements réels. Et le décor du film, le dangereux bidonville connu sous le nom de Five Points, était un endroit bien réel. Aujourd'hui, nous allons découvrir la véritable histoire derrière Five Points, le quartier rendu célèbre par Gangs of New York. Il est temps d'arpenter les rues. Le quartier de Manhattan, autrefois Five Points, a disparu et beaucoup des rues qui en formaient les limites ont été modifiées ou renommées, comme si elles faisaient partie d'un programme de protection des témoins. Les Five Points font référence à l'endroit où 4 rues se croisaient, Anthony, Cross, Orange et Little Water. Mais aujourd'hui, Anthony s'appelle Worth. Cross s'appelle maintenant Moscow. Orange est devenu Baxter Street et Little Water n'existe tout simplement plus sous aucune forme.
Aujourd'hui, le Civic Center de New York occupe une partie de la zone avec l'hôtel de ville, One Police Plaza et d'autres bâtiments gouvernementaux, tandis qu'une grande partie du reste a été intégrée au quartier chinois. Lorsque les colons européens sont arrivés pour la première fois dans ce qui est aujourd'hui Manhattan, cette zone était principalement occupée par un étang d'eau douce appelé Collect Pond, qui servait de source d'eau potable et de poissons pour la ville en pleine expansion. À mesure que la zone autour de l'étang devenait un quartier commercial animé, particulièrement prisé par les abattoirs et les tanneries, l'eau est devenue gravement polluée par des fluides corporels, des déchets d'abattage et des sous-produits chimiques, transformant toute la région en un immense bocal à pets toxiques. Au début du 19e siècle, la municipalité a comblé l'étang et bâti des habitations sur ces terrains, mais le remblai n'avait pas été correctement aménagé. Le drainage était insuffisant lors des tempêtes et la végétation en décomposition, simplement recouverte de terre, a provoqué l'accumulation de poches de méthane sous la surface. En d'autres termes, c'était tellement abominable que la terre elle-même l'a rejeté, le sol est devenu instable et boueux, les moustiques se sont multipliés dans des mares d'eau stagnantes et saumâtres. Les maisons bougeaient sur leurs fondations, certaines s'effondraient et une odeur nauséabonde obligeait les habitants à respirer à travers des mouchoirs au camphre pour circuler, comme si un animal mort restait coincé dans chaque cheminée. Très vite, tous les New-Yorkais qui en avaient moins les moyens et les ressources ont fui la zone. Avec l'arrivée massive d'immigrants à New York entre les années 1820 et les années 1840, notamment les catholiques irlandais fuyant la famine, les Five Points devinrent le bidonville le plus notoire de la ville et l'un des quartiers les plus infâmes de l'Occident. C'est bien d'être numéro 1 dans quelque chose. La pauvreté extrême et la misère dépeinte dans le film de Scorsese étaient bien réelles. Les épidémies de choléra, rougeole, diphtérie et typhus étaient très courantes aux Five Points, à cause de la forte densité de population et des conditions insalubres, surtout chez les jeunes enfants. Les bâtiments et habitations des Five Points étaient dangereux à cause de l'absence de supervision ou de réglementation du logement. Les incendies étaient très fréquents dans les immeubles en bois, souvent considérés comme de véritables pièges en cas d'incendie, car il manquait de sorties de secours ou d'évacuation facile. Aujourd'hui, certains paieraient $4000 juste pour une adresse à Manhattan. Une partie de la mauvaise réputation des Five Points venait aussi du racisme et du classisme, si bien que le vice et le chaos attribués à cet endroit étaient sans doute exagérés. Les récits sordides sur le quartier faisaient vendre de nombreux journaux, et les Five Points sont finalement devenus une attraction touristique lugubre. Les membres de la haute société s'y rendaient parfois avec des escortes policières pour observer, comme Tom Cruise irait chez Food Lion avec ses gardes du corps. Charles Dickens visita les Five Points en 1842 pour American Notes et fut choqué après avoir vu une maison et un saloon du quartier. Il a écrit « La pauvreté, la misère et le vice règnent en maître là où nous allons maintenant. C'est ici l'endroit. Ces ruelles étroites qui bifurquent à droite et à gauche et qui dégagent partout une odeur de saleté et d'immondice. Eh bien, il devait être un fan des Mets. » Célèbres comme quartier irlandais, les Five Points comptaient aussi de nombreux Afro-Américains. L'esclavage a officiellement pris fin à New York le 4 juillet 1827 et le quartier est devenu populaire auprès des Noirs récemment émancipés cherchant à s'installer. On pense que la rencontre entre immigrants irlandais et Afro-Américains affranchis aux Five Points aurait donné naissance à la danse stat. La théorie avance que les danseurs noirs des Five Points ont adapté la gigue irlandaise à leur style après l'avoir observé chez leurs voisins. Un artiste nommé William Henry Lane, présenté à l'époque sous le nom de Maître Juba ou le roi de tous les danseurs, s'est fait connaître dans les années 1840 en pratiquant une forme précoce de danse stat dans un club de danse appelé Olmax au 67 Orange Street dans les Five Points. Le roi de tous les danseurs ? Ah, tu vas acheter un billet pour voir ce type. Olmax, qui se trouvait à l'emplacement de ce qu'on appelle aujourd'hui Columbus Park, est également devenu associé au genre des music halls, un précurseur à la fois du jazz et du rock and roll. La population noire des Five Points a progressivement migré vers l'ouest de Manhattan, vers des terres non développées au nord, futurs Harlem et South Bronx. Les immigrants italiens sont arrivés aux Five Points dès la fin des années 1840 et dans les années 1850. Mulberry Bend, nommé d'après un virage de la rue Mulberry aux Five Points, fut le centre du futur quartier emblématique de la petite Italie de New York.
Mais malgré ses nombreuses contributions à la culture mondiale, les Five Points sont aujourd'hui surtout associés au crime organisé. Naturellement, en raison de sa mauvaise réputation, le quartier est devenu un lieu prisé pour les affaires à la légalité douteuse, voire carrément du marché noir, comme les tripots et les bordels. Ils avaient besoin d'organisations criminelles pour que tout fonctionne. Les habitants du quartier étaient principalement des immigrés catholiques, confrontés non seulement aux préjugés et à l'intolérance de leurs voisins, mais aussi, bien souvent, à une véritable discrimination de la part de la police, des bureaucrates locaux et d'autres autorités. Former des gangs locaux et se tourner vers la criminalité devient un moyen de subsistance de plus en plus attrayant. L'un de ces gangs irlandais était connu sous le nom des Roach Guards, du nom de leur fondateur et chef, Ted Roach, et nom d'une marque de désodorisant Roach. Formé dans les années 1820 pour protéger les marchands d'alcool contre le vol, le groupe s'est ensuite tourné vers les vols et même les meurtres. À leur apogée, les Roach Guards étaient le plus grand gang irlandais de New York, avec bien plus de 100 membres. Wow. Ils se battèrent fréquemment dans les rues contre un gang rival connu sous le nom des Bowery Boys, composé de New-Yorkais de souche anti-immigrés. Finalement, une faction des Roach Guards s'est séparée du groupe principal et a pris le nom des Dead Rabbits, ce qui est un nom plutôt unique. Une histoire raconte que le nom viendrait d'une réunion des Roach Guards où quelqu'un a jeté un lapin mort au centre pour inciter à quitter le gang principal et créer leur propre groupe. Vous savez, si vous voulez parler même pendant une réunion de gang, vous pouvez simplement lever la main. Les Dead Rabbits apparaissent dans Gangs of New York. C'est le gang dirigé par le personnage de Liam Neeson, celui que Leonardo DiCaprio rejoint quand il revient en ville à l'âge adulte. Comme le montre le film, les Dead Rabbits ont mené de nombreuses batailles de gangs à Five Points contre les Bowery Boys et d'autres groupes anti-immigrés associés à partir de 1834. William Poole, également connu sous le nom de Bill le Boucher, était à l'origine le chef de l'un de ces groupes nativistes, connu sous le nom de Washington Street Gang. C'est le personnage joué par Daniel Day-Lewis, avec sa moustache exquise dans le film. Le gang de la Washington Street de Bill le Boucher a finalement été intégré aux Bowery Boys. De nombreux petits gangs opéraient aussi à cette époque dans le quartier des Five Points. Et tout comme dans le film, la plupart avaient eux leurs propres insignes particuliers, signes distinctifs et traditions pour se distinguer de la concurrence. Les Bowery Boys préféraient les chemises rouges et les chapeaux hauts de forme, tandis que les Dead Rabbits défilaient réellement avec un lapin cloué sur un bâton. Je préférerais rejoindre le gang des chapeaux. Les Short Tails traînaient avec leurs chemises sorties comme des queues, tandis que les Wayos signalaient leur arrivée par un cri de chahouette. Mec, c'est quoi ça? Les guerriers de la nuit? Même si l'ampleur de la bataille dans le film était peut-être un peu exagérée, il y avait vraiment beaucoup de Dead Rabbits. Je parle des membres du gang, pas de l'autre chose. Le gang amenait souvent plus d'hommes à ces affrontements que la police, et parfois même plus que la milice de l'État. L'affrontement le plus célèbre fut l'émeute des Dead Rabbits en juillet 1857, une agitation civile de 2 jours qui éclata à partir d'une bagarre entre les Dead Rabbits et les Bowery Boys, et tourna en guerre de gang à l'échelle de la ville. Entre 800 et 1000 membres de gang ont participé aux émeutes du week-end du 4 juillet pillant et endommageant des biens dans toute la ville. 2 régiments de la milice de New York et 2 groupes de 75 policiers ont finalement mis fin aux émeutes en frappant assez brutalement les fauteurs de troubles pour dissuader les autres de rester dans les rues. C'est une manière d'agir. 8 personnes sont mortes et 30 à 100 ont été blessées, mais de nombreux membres de gangs grièvement blessés n'ont pas cherché de soins, craignant d'être identifiés par les autorités. Tu ne vas pas te faire frapper par la police puis leur raconter « ce n'est pas malin pour un gangster ». Selon la légende du milieu, il y aurait eu un certain nombre d'enterrements secrets à travers la ville de criminels qui avaient dû succomber à leurs blessures dans les jours qui ont suivi les émeutes. Ce ne serait pas non plus la dernière fois que les gangs de New York se battraient contre le gouvernement. Des Dead Rabbits ont sans doute participé aux émeutes de la conscription à New York en 1863, opposés aux lois enrôlant de force des hommes dans l'armée de l'Union pendant la guerre de sécession. C'est ce conflit qui est mis en avant dans le final du film de Scorsese. Dans les années 1870 et 1880, un groupe italo-américain connu simplement sous le nom de Five Points Gang est devenu le gang criminel le plus notoire du quartier et s'est forgé une réputation particulière pour sa brutalité. El Capone et Charles Lucky Luciano étaient membres alors qu'ils étaient jeunes à New York. Vous les connaissez sûrement par d'autres films de gangsters. Paul Kelly, fondateur du gang des Five Points,
et ses lieutenants ont réussi à s'intégrer dans la politique locale de New York, en finançant, menaçant les électeurs et bourrant les urnes pour soutenir leurs candidats. Tout comme vous le voyez dans Gangs of New York, le groupe travaillait en étroite collaboration avec la machine politique du Parti démocrate, connue sous le nom de Tammany Hall. En 1905, Kelly a été impliqué dans une fusillade au New Brighton Café qu'il utilisait comme repère et quartier général contre 2 de ses anciens lieutenants. Même s'il a survécu à l'escarmouche, ce fut le début du déclin de la réputation et du statut de Kelly dans le milieu criminel new-yorkais, marquant la fin de son époque aux Five Points. Kelly a déplacé son quartier général à Harlem, puis à Brooklyn et enfin à Chelsea. Vous savez, là où se trouvait la prochaine planque disponible sur Craigslist. La mafia a finalement pris le contrôle des principales activités criminelles autrefois dominées par les membres du gang des Five Points. Et les membres de gang, y compris Capone, Luciano, Gianni Torrio et Meyer Lansky, ont rejoint la nouvelle organisation. Leur ascension collective rapide au sommet du monde criminel a été fortement accélérée par l'adoption de la prohibition et l'explosion des ventes d'alcool, de contrebande en 1920. On peut supposer qu'ils ont agi contre l'odeur à un moment. Deadwood, la série western acclamée de HBO, voulait montrer comment la loi et l'ordre s'installent dans un lieu sans foi ni loi et comment les êtres humains agissent lorsqu'ils sont, comme le disent les sociologues distingués, dans un état de nature. Quelle meilleure façon de le découvrir que d'explorer les archives historiques? Mais la série était-elle vraiment fidèle aux faits réels dans cette ville de la ruée, vers l'or de l'Ouest? Aujourd'hui, examinons la véritable histoire qui a inspiré Deadwood de HBO. Il est temps de spoiler les 3 saisons de Deadwood. Si vous ne supportez pas la pression, quittez le saloon. La région qui allait devenir connue sous le nom de Deadwood dans le Dakota du Sud appartenait à la tribu Sioux jusqu'au 19e siècle. Les colonisateurs n'avaient pas le droit légal de s'installer avant que le général George Armstrong Custer n'annonce à ses amis de la côte Est qu'il y avait beaucoup d'or dans les Black Hills de Deadwood. Custer semble sympa, espérons qu'il n'ait pas un baroud d'honneur à venir. À partir des années 1870, des milliers de mineurs ont afflué dans la ville, impatients de revendiquer un territoire qui n'avait pas été touché par les précédentes ruées vers l'or. Ces mineurs ont bâti ce qui deviendra la tristement célèbre bourgade de Deadwood. Et les représentants du gouvernement ne pouvaient pas intervenir parce que, personne n'était censé être là-bas à l'origine. C'est comme quand ton ami Dave s'invite à ta soirée du boulot et renverse des chips et du Fanta sur les ordinateurs. Que faire? On ne l'a même pas invité. En 1876, il y avait environ 3000 habitants et près de 200 commerces dans la ville, un chiffre accentué par la population transitoire de mineurs qui passaient pour de courtes expéditions. Avec cette croissance rapide, les notions de loi et d'ordre ont commencé à émerger par nécessité. Les gouvernements locaux se sont formés et des lois ont commencé à être adoptées, parfois en réaction à certains événements, comme lorsqu'un incendie en 1879 parti d'une boulangerie sur la rue Sherman a détruit tout le quartier commerçant. Redoutant d'autres catastrophes, le gouvernement local a interdit le bois dans la construction et imposé l'usage de la brique. Quelqu'un a bien retenu la leçon des 3 petits cochons. Ainsi, la ruée vers l'or a donné naissance à ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Deadwood, les Black Hills, ayant généré plus d'1 milliard de dollars au cours de leurs opérations minières. Des communautés sont apparues dans la ville, y compris une importante communauté d'immigrants chinois qui ont grandement contribué à la ruée vers l'or et à l'industrialisation des États-Unis. Les Chinois construisaient la plupart des chemins de fer dans l'Ouest et ouvraient souvent les premiers magasins dans ces villes en plein essor, comme à Deadwood. Les Chinois côtoyaient les Occidentaux et malgré le racisme envers les immigrants, les relations étaient sans doute plus cordiales que dans la série et moins choquantes, car rien ne prouve que quelqu'un ait été donné à manger aux cochons. Mais finalement, les périodes de prospérité prennent fin, et plus la prospérité est grande, plus le déclin est brutal. En 1918, les filons d'or étaient épuisés et l'économie de la ville s'est effondrée. Les habitants sont partis, les commerces ont fermé et les micro-communautés prospères ont complètement disparu. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie tout au long du XXe siècle, y compris un autre fichu incendie en 1987 qui a détruit la moitié de la ville. Allez, tout le monde a oublié la règle des briques, mais en 1988, la ville a voté pour légaliser les jeux d'argent. Et avec ce pari, leur économie a recommencé à prospérer, ses profits se combinant avec le tourisme pour renverser la situation. On peut dire qu'ils ont vraiment doublé la mise.
Elle Swearingen, incarné par Ian McShane, est l'un des plus grands méchants de l'histoire de la télévision, arborant l'une des plus belles moustaches du petit écran. Impitoyable et grossier, mais parfois doux, il est le survivant par excellence dans une série pleine de survivants. Comment s'en sortirait-il dans Survivor? Dites-le nous en commentaire. La performance captivante de Ian McShane s'inspire d'Al Swearingen, authentique propriétaire de bordel. Selon les archives, beaucoup de ce que montre la série est exact. Swearingen possédait effectivement le Saloon Gem Theater. Il employait effectivement des travailleuses du sexe et il était impitoyable et misanthrope. Mais dans la série, la cruauté de Swearingen était nuancée, à certains égards, par son souci d'équité et par des moments de tendresse. Ce n'est presque certainement pas le cas avec le véritable Swearingen. Les archives le décrivent ainsi comme un monstre unidimensionnel totalement indifférent à quiconque sauf lui-même. Il maltraitait les femmes qui travaillaient au Gem Theater, dont beaucoup sont mortes jeunes suite à des agressions, dépendances, maladies ou suicides. Dans une certaine forme de justice karmique, le véritable théâtre Gem de Swearingen a brûlé non pas une ni deux, mais 3 fois. Donc il a battu la ville elle-même sur ce point. D'abord, lors de l'incendie de 1879 mentionné précédemment. Ensuite, un incendie en 1894 a détruit ce que Swearingen avait reconstruit auparavant. Et enfin, un incendie en 1899 a détruit le théâtre pour de bon. Mais pas parce que l'incendie était incontrôlable. Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, ils ont découvert que leur équipement avait été saboté de façon suspecte. Il semble que Al Swearingen n'était pas vraiment l'homme le plus populaire à Deadwood. La série a bien retranscrit cet aspect. Quand Wild Bill Hickok, joué par Keith Carradine, racontait une histoire incroyable et qu'on lui demandait comment il avait survécu à un danger, il répondait « Je n'y ai pas survécu ». Donc Wild Bill était soit un zombie, soit un paradoxe ambulant, soit plus probablement quelqu'un qui aimait se forger sa propre légende avec un sens de l'humour ironique. Lorsqu'il travaillait comme marshal à Abilene, au Kansas, Wild Bill racontait avoir vaincu des centaines d'hommes lors de duels au pistolet, un nombre qu'il a largement exagéré. Mais lorsqu'une confrontation avec un hors-la-loi s'est soldée par la fusillade accidentelle de son propre adjoint, Wild Bill a raccroché ses colts et s'est mis au jeu. Sa réputation l'a précédé lors de son arrivée à Deadwood, la ville du jeu, en 1876, et cela dérangeait Jack McCall, interprété par Garrett Dillahunt dans la série. Wild Bill et McCall jouaient aux cartes ensemble, mais Wild Bill battait son adversaire à chaque fois, renvoyant McCall bredouille. Mais un jour, McCall s'est approché de Wild Bill, prêt à tout miser. Or, Wild Bill ne s'asseyait jamais dos à une porte. Mais ce jour-là, la seule place disponible tournait le dos à la porte du saloon. Et c'est là qu'il s'est assis, lorsque Jack McCall est entré et l'a abattu. Et ça ferait plier n'importe qui. Après avoir abattu Wild Bill, McCall fut appréhendé et soumis à un procès improvisé par ses concitoyens. Ce simulacre de procès est montré dans l'épisode de Deadwood, le procès de Jack McCall, bien qu'il se soit en réalité déroulé au théâtre McDaniels et non dans le saloon de Swearingen. La défense de McCall reposait sur l'affirmation qu'il s'agissait d'un acte de vengeance parce que Wild Bill avait tué son frère à Abilene, au Kansas, ce qui était techniquement possible. Wild Bill s'est un peu exposé à ce genre d'accusation en affirmant avoir tué des centaines d'hommes. Cet étrange groupe de justice populaire a en fait acquitté McCall, donc il aurait peut-être dû travailler comme avocat depuis le début. McCall a quitté Deadwood peu de temps après, se vantant partout dans le Wyoming d'avoir abattu Wild Bill, où un certain colonel May l'a retrouvé et l'a fait emprisonner. Mais cette fois pour de vrai, avec une vraie prison et un vrai procès. Et lors de ce procès, les versions de McCall variaient énormément. D'abord, il a évoqué la vengeance, puis affirmé avoir été payé pour tuer Bill, avant de dire qu'il était ivre et n'en gardait aucun souvenir. Il a finalement déclaré qu'il n'était pas Jack McCall. Autant tout essayer et voir si quelque chose fonctionne, j'imagine. McCall a été reconnu coupable et condamné à mort en mars 1877. Aujourd'hui, chaque été à Deadwood depuis les années 1920, des acteurs locaux rejouent l'exécution de Wild Bill et le procès de Jack McCall, l'une des traditions théâtrales les plus anciennes de l'histoire américaine. Martha Jane Canary, mieux connue sous le nom de Calamity Jane, a affirmé à tort qu'elle avait capturé McCall après qu'il ait tué Wild Bill. Jane, interprétée par Robin Weigert dans la série, était une autre célèbre conteuse de légende qui a écrit une autobiographie complètement délirante et presque certainement romancée.
Elle a abordé son histoire comme une pièce de théâtre du Far West et elle est devenue l'une des icônes les plus connues de cette époque. Il s'avère qu'être une légende du Far West relevait surtout de l'autopromotion. Seth Bullock, joué par Timothy Olyphant, est arrivé à Deadwood pour ouvrir un magasin de quincaillerie, laissant temporairement sa famille derrière lui. Après l'assassinat de Wild Bill, la ville voulait un représentant de la loi. Bullock, ancien shérif de comté dans le Montana, était sans doute le seul à Deadwood expérimenté dans le maintien de l'ordre et qui ne s'était pas fait tirer dessus récemment. Bullock passa 5 ans à nettoyer la ville et à y instaurer l'ordre. Malgré ses conflits avec Swearingen, ils ont sécurisé la ville, permettant à la femme et la fille de Bullock de le rejoindre dans la ville. Plus tard, Bullock bâtit un ranch près de la ville et devint ami avec Theodore Roosevelt, qui le nomma Marshal des États-Unis en devenant vice-président. Teddy devait être la seule personne en Amérique à ne pas envier la moustache de Swearingen. George Hearst, interprété dans la série par Gerald McRaney, est une figure tellement influente de l'histoire américaine qu'il est difficile de croire qu'il soit arrivé à Deadwood en même temps que toutes ces autres personnalités influentes. Mais c'est vrai. En 1877, Hearst est arrivé à Deadwood et a racheté des concessions minières, y compris la mine Homestake, qui allait devenir l'un des gisements d'or les plus riches de l'histoire américaine. Hearst était vraiment dans son élément avec les mines. C'était un homme avec de profondes ambitions politiques qui se sont réalisées lorsqu'il est devenu sénateur des États-Unis dans les dernières années de sa vie. Mais l'impact le plus durable de Hearst fut dans les médias. Il a acheté le San Francisco Examiner en 1880 et a confié le contrôle du journal à son fils, William Randolph Hearst. William a transformé l'Examiner en un immense succès. L'empire médiatique Hearst est devenu un géant inarrêtable. Et finalement, Orson Welles a réalisé l'un des films les plus influents et acclamés jamais réalisés, basé sur la vie de la famille Hearst, de l'or découvert dans une colline à Citizen Kane. Voilà, c'est ça l'effet papillon. Si vous aimez Deadwood, vous savez que la série regorge de jurons habilement construits que nous ne prononcerons pas dans cette vidéo, la plupart étant prononcés par le bien nommé Swearingen. Jurait-il vraiment autant à l'époque du Far West? Personne n'est vraiment d'accord sur la réponse. Des linguistes ont affirmé que la plupart des insultes de la série sont apparues à la fin du siècle et n'étaient pas courantes à l'époque de Deadwood, dans les années 1870 et 1880. Jesse Scheidlauer, éditeur américain de l'Oxford English Dictionary, a affirmé « Nos preuves montrent qu'ils utilisaient plus de blasphèmes religieux que d'insultes sexuelles, aujourd'hui plus courantes. » Bref, les jurons étaient sûrement plus ennuyeux. Mais David Milch, créateur de Deadwood, n'est pas d'accord. Il souligne que des sources comme l'Oxford English Dictionary ne sont pas toujours fiables car elles reconnaissent tardivement les jurons, même lorsqu'ils sont déjà répandus. Cependant, Milch a aussi dit « Je ne publie pas de dictionnaire ». Difficile de contester ça. Tony Montana est l'emblématique gangster cubain du chef-d'œuvre du thriller criminel de Brian De Palma, sorti en 1983 Scarface. Et l'interprétation de Al Pacino dans le rôle de Montana, même si Pacino n'est absolument pas cubain, reste l'une des représentations les plus célèbres et brutales du crime organisé jamais vues à l'écran. Alors aujourd'hui, on va goûter à notre propre cam en vous parlant de la véritable inspiration derrière Scarface. Pour l'instant, dites bonjour à un peu d'histoire. Tout le monde se souvient où il était au début de 2020 à la maison en train de regarder Tiger King sur Netflix. Les histoires folles mais vraies de Joe Exotic, Carole Baskin et Doc Antle ont connu un regain de popularité lorsque leur série documentaire est sortie en streaming. Mais c'est un personnage moins en vue de la série qui aurait pu inspirer le personnage de Tony Montana. Mario Tobro, qui est apparu dans la série Netflix, dirige une organisation à but non lucratif appelée la Fondation zoologique pour la faune sauvage. Mais il était aussi un ancien trafiquant de drogue que beaucoup considèrent comme l'inspiration réelle pour Tony Montana. Des amis de Tobro pensent même que le scénariste Oliver Stone l'a consulté au sujet du scénario du film. Tout comme Tony Montana et ses associés peu recommandables, Tobro fréquentait la vie nocturne de Miami et était un acteur majeur de la scène criminelle souterraine, transportant de la drogue d'une valeur de plus de 75 millions de dollars
En 1987, des agents fédéraux ont lancé l'opération Cobra, un nom qui semble tout droit sorti de G.I. Joe. En réalité, c'était une opération pour faire tomber Tobro, qui cachait alors ses trafics de drogue derrière l'entreprise d'importation d'animaux exotiques appelée Animaux sans limite. Larry Nash était un agent infiltré du bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu, également connu sous le nom d'ATF. Nash a connu une fin sanglante en 1980 aux mains de Tobro et de ses associés. Tobro narrate son implication dans le meurtre dans la série documentaire Tiger King de 2020. Mais après que le corps de Nash a été retrouvé, brûlé et démembré, des informations sur sa mort ont commencé à filtrer. De nombreux témoins ont déclaré avoir vu Tobro le tuer lui-même avec une machette. D'autres affirment que son corps a été découpé à la scie circulaire et brûlé dans une auge. Quelle que soit la cause réelle de la mort, le film a repris la légende, inventant la célèbre scène de la tronçonneuse dans la salle de bain de Scarface. Tout au long du film, Tony Montana, Frank Lopez, interprété par Robert Loggia, et Manny Ray, interprété par Stephen Bauer, mènent leurs affaires et leurs méfaits dans divers clubs de nuit à Miami. Et ce qui pourrait sembler être un cas classique d'Hollywood enjolivant les faits pour le scénario n'est en réalité pas très éloigné de la Magic City des années 1980. Dans son livre Hotel Scarface, l'auteur Robin Farzad a décrit cette ville de Floride comme une ville en plein essor grâce à la drogue. Alors que le reste du pays était occupé à gérer les chocs pétroliers et la flambée des tarifs d'assurance, l'économie de Miami prospérait grâce à un petit coup de pouce d'une grande quantité de poudre blanche. À cette époque, on pouvait acheter de la cocaïne pour 1 000 $ le kilo en Colombie, puis la revendre à 50 000 $ le kilo à Coconut Grove, Miami. La ville croulait sous l'argent, mais aussi sous la criminalité, et l'ordre public n'existait pratiquement plus. À tel point qu'un juge fédéral a déclaré que Miami était au bord de l'anarchie. Ça ressemble à une très bonne idée de film. Dans Scarface, Tony et ses acolytes peu recommandables traînaient généralement dans le Babylon Club, toujours enfumés et baignés de néon. Il s'avère que le club était un autre personnage du film inspiré de faits réels, cette fois-ci reprenant l'apparence du célèbre repère de trafiquants de drogue de Miami, le Mutiny Hotel. L'hôtel, à la fois club et repère de criminels, comptait 130 chambres et servait de zone franche pour les gangsters cherchant à profiter de la débauche de Miami ou peut-être même à s'en échapper un moment. Le Mutiny était un club exclusif réservé aux membres, qui comptait parmi ses invités dans les années 1970 des affiliés de la CIA Jackie Onassis et des membres de Led Zeppelin. Peut-être était-il venu boire un verre ou fréquenter des barons de la drogue et des cow-boys de la cocaïne. Les barons de la drogue menaient souvent des vies opulentes et il paraît que le Mutiny vendait plus de bouteilles de Dom Pérignon que n'importe quel autre établissement sur la planète. Les distributeurs de Dom Pérignon ont rapporté cela après avoir visité le Mutiny au début des années 80 pour vérifier l'authenticité des chiffres. L'hôtel de Miami avait aussi une cave à champagne avec un compartiment secret où les barons de la drogue pouvaient dissimuler des armes si jamais leurs affaires légitimes tournaient mal. Il paraît même qu'une hôtesse pouvait cacher votre arme sous sa jupe si jamais des policiers incorruptibles commençaient à rôder. Renifler étant le mot-clé vu le produit que ces hommes d'affaires manipulaient. Oliver Stone souhaitait que son thriller criminel soit très réaliste, au point de se mettre, pour ainsi dire, en immersion pour écrire le scénario. Stone a fait des recherches pour son scénario en passant du temps à Miami et dans les Caraïbes, en discutant avec la police comme avec les criminels et en prenant des notes. Stone a dit que cette expérience lui avait inspiré son film, qu'il décrit comme un film de gangster tropical, ensoleillé, sexy, cigare au bec, dans le Miami du tiers-monde. Beaucoup à mettre sur une affiche. Cependant, l'expérience n'a pas été entièrement productive, car Stone luttait à l'époque contre ses propres problèmes de dépendance et d'addiction, que ses recherches n'ont fait qu'aggraver. Pour rester concentré et s'éloigner de la mauvaise influence, Stone s'est installé à Paris, où il pouvait écrire l'histoire en paix, loin de l'accès facile aux drogues qui alimentèrent le monde de Tony Montana. Le Scarface de 1983 n'était pas la première incursion d'Hollywood dans cette histoire, puisqu'une version de 1932, réalisée par Howard Hughes, racontait l'histoire d'un parrain italien librement inspiré d'Al Capone.
Cette version met en vedette Paul Muni dans le rôle de Tony Camont, également connu sous le nom de Scarface. Sorti avant que le code de production Hays n'oblige les studios et les réalisateurs à censurer et à éviter certains contenus, la violence et les thèmes abordés dans le film ont surpris de nombreux spectateurs dans les années 30. Quand Stone a repris Scarface, il a choisi de baser Tony Montana sur le Mariel Boatlift, où des centaines de milliers de réfugiés cubains ont rejoint Miami par bateau. Scarface utilise des images réelles du Mariel Boatlift et Oliver Stone s'est inspiré de l'attitude dominante du gouvernement américain qui considérait les Marielitos comme, je cite, des fous pour motiver son personnage extravagant et théâtral. Bien que beaucoup dans la communauté des immigrants cubains admirent l'ascension de Tony, cette représentation divise la communauté car le film perpétue plusieurs stéréotypes nuisibles à l'encontre des Américains d'origine cubaine. De plus, encore une fois, Al Pacino n'est tout simplement pas cubain, ce qui rend son accent vraiment particulier. Dans Scarface, Robert Loggia incarne le baron de la drogue Frank Lopez, l'un des grands méchants du film. Lopez est inspiré du véritable immigré cubain et figure importante de la drogue à Miami, Carlos Carlin Quesada. Ayant débuté dans le trafic de cocaïne vers 1969, Quesada affirme avoir amassé plus de 3 millions de dollars grâce à son entreprise criminelle, ce qui équivaut à environ 10 millions de dollars actuels. Mais Quesada a aussi joué sur les deux tableaux. Il agissait comme informateur de la police et dénonçait ses concurrents, tout en protégeant sa propre entreprise de la loi dans le même temps. À cause de cela, il pouvait exhiber ses crimes devant la police qui n'avait aucun pouvoir pour l'arrêter. Quesada a été arrêté alors qu'il tentait d'étendre son opération à Los Angeles, la juge-présidente Pamela Ann Reimer estimant que cette communauté n'a pas besoin d'importer les vices de Miami. Quesada a été condamné à 25 ans de prison et à une amende de 250 000 $, mais rien de tout cela n'a fait plus mal que la remarque cinglante de la juge Reimer. Le bras droit de Frank Lopez était un personnage sournois nommé Omar Suarez, interprété par l'incomparable F. Murray Abraham. Le personnage de criminel devenu double agent fait pâle figure en comparaison de l'inspiration réelle. Ricardo Monkey Morales, qui ressemble au nom d'un acolyte blagueur dans un dessin animé du samedi matin, était en réalité un immigré cubano-américain brutal et meurtrier, impliqué dans l'espionnage, le contre-espionnage, des attentats à la bombe et le trafic de drogue durant sa carrière de criminel et d'informateur. Et cela, d'après sa nécrologie. Morales est mort de façon spectaculaire, similaire à son homologue dans Scarface, abattu lors d'une bagarre dans un bar en 1983, bagarre qui aurait éclaté après que quelqu'un ait supposé son orientation sexuelle d'une façon qui passait très mal en 1983. On peut excuser le meurtre et le trafic de drogue, mais on ne tolère pas l'homophobie. Les séries télévisées basées sur l'histoire ne sont jamais exactes à 100%. Grosse surprise, je sais, mais c'est bien pire pour les personnes réelles dont la vie devient l'intrigue d'un film ou d'une série télévisée. Beaucoup rejettent pas que la manière dont ils sont représentés, certains qualifiant la série de mensonge. D'autres, très en colère, ont porté plainte ou refusé de regarder. Le pire sort pour une série télévisée, vraiment. Aujourd'hui, explorons plusieurs projets télévisés historiques ayant provoqué la colère des personnes représentées. Très bien, qui est prêt à enchaîner les épisodes ? Olivia de Havilland, légende d'Hollywood, a pris sa retraite en 1988 et s'est ensuite rarement montrée en public ou ne s'est presque pas exprimée auprès de la presse. Quand la star d'Autant en emporte le vent à parler, tout le monde l'a remarqué. En 2018, de Havilland a poursuivi FX et Ryan Murphy, production en justice, à propos de sa représentation dans la mini-série Feud, Bette et Joan. La série se concentre sur la rivalité de plusieurs décennies entre les légendes du cinéma Joan Crawford et Bette Davis, dont de Havilland était une amie de longue date. De Havilland estimait que la série la montrait comme une commère et une hypocrite. Dans une déclaration fournie au Guardian, de Havilland a écrit « Les créateurs de Feud ont utilisé mon identité sans mon consentement et m'ont fait dire des propos mensongers, notamment en me faisant traiter publiquement ma sœur, Joan Fontaine, de garce. Feud, s'il vous plaît. » La plainte de Havilland alléguait que la série avait porté atteinte à son honneur et terni sa réputation. Mais une cour d'appel de Californie n'était pas d'accord et a rejeté l'affaire en 2019 en invoquant le premier amendement. De Havilland est décédé l'année suivante, ouvrant la voie à Feud, Olivia et à l'État de Californie. John Travolta a reçu de nombreux éloges pour son interprétation de l'avocat d'O.J. Simpson, Robert Shapiro, dans la série American Crime Story,
The People vu O.J. Simpson en 2016. Mais une personne qui n'a pas été impressionnée, c'est Shapiro lui-même. Le célèbre avocat n'a vu qu'une partie du premier épisode, mais a jugé l'interprétation de Travolta inexacte et non représentative de sa personne. Interrogé par TMZ sur le parking d'une épicerie à Los Angeles, Shapiro a déclaré que Travolta ne l'avait jamais rencontré ni consulté pour préparer son rôle. C'est un excellent acteur et je suis sûr qu'il a fait de son mieux, a déclaré Shapiro. Mais j'imagine que si vous essayez d'interpréter qui est quelqu'un sans le rencontrer et découvrir qui il est, vous n'allez pas taper dans le mille ni être absolument précis. Je pense que Shapiro voulait dire que Travolta n'était pas à la hauteur. La série a encore été critiquée lors de la 2e saison. L'assassinat de Johnny Versace, qui mettait en scène le meurtre en 1997 du créateur de mode Johnny Versace par le tueur en série Andrew Cunanan. Et comment la famille Versace a poursuivi sa vie et son entreprise après ces événements. Ryan Murphy a principalement basé la série sur le livre Vulgar Favors de la chroniqueuse de Vanity Fair Maureen Orth, publié en 1999, ce qui constituait la principale objection de la famille Versace. Dans un communiqué officiel, la famille Versace a souligné qu'elle n'avait rien à voir ni avec le livre ni avec la série de Murphy et a qualifié la série d'œuvre de fiction. Le lendemain, la famille Versace a publié un second communiqué condamnant spécifiquement le livre d'Orth, alléguant qu'il est rempli de ragots et de spéculations. Il est triste et répréhensible que les producteurs aient choisi de présenter la version déformée et fallacieuse créée par Maureen Orth. Malgré ces déformations et inexactitudes, la série a gagné un Emmy et rencontré un grand succès. Parfois, la vérité est moins divertissante. La famille royale britannique a des avis variés sur The Crown, la série Netflix qui dramatise les événements du règne de la reine Elisabeth II. Le prince Édouard et son épouse Sophie auraient adoré la série, et la reine aurait été fan de la première saison, même si on comprend pourquoi elle a arrêté ensuite. Elle savait déjà comment cela finirait. D'autres membres de la famille royale, dont le prince William, n'ont pas regardé la série. Officiellement, la famille a publié un communiqué rappelant au public qu'elle n'a pas participé à la réalisation de la série et ne lui a pas donné son approbation officielle, ce qui revient un peu à vos parents qui vous interdisent de regarder MTV. Le prince Philippe, mari défunt de la reine, n'a pas réagi à la série, sauf via un communiqué officiel, mais ses proches disent qu'il ne l'appréciait pas du tout. Matt Smith, qui a joué le jeune Philippe dans les 2 premières saisons, s'est retrouvé assis à côté de lui lors d'un dîner. Le prince a demandé à Smith s'il participait à ce truc de The Crown, ce à quoi Smith a répondu en lui demandant s'il avait regardé la série. Le prince Philippe l'a fusillé du regard et a dit « Ne soyez pas ridicule ». Apparemment, Philippe était plutôt fan de Doctor Who. Bien que la reine ait aimé la première saison, elle a désapprouvé la manière dont Philippe était présenté dans la seconde, le montrant comme un père cruel et autoritaire qui avait envoyé le jeune prince Charles dans un pensionnat sévère pour l'endurcir. Selon l'historien Hugo Vickers, le prince Philippe s'est également opposé à une intrigue de la 2e saison dans laquelle son père le tenait pour responsable de la mort de sa sœur, la princesse Cécilie, décédée dans un accident d'avion en 1937. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl fut une tragédie internationale touchant des millions de personnes. Mais pour Lyudmila Ignatienko, la mini-série de HBO de 2019 qui dramatise les événements a été une source de retraumatisation. La série a cependant respecté les faits essentiels de son histoire. Elle était bien l'épouse du pompier Vassili Ignatienko, qui a succombé à une intoxication radioactive 2 semaines après la catastrophe. La série montre que Lyudmila, alors enceinte, n'a pas mentionné sa grossesse au médecin de Vassili en demandant à le voir à l'hôpital. 2 mois après cette visite, Lyudmila a donné naissance à une fille de Kitty ici qui est décédée 4 heures plus tard d'insuffisance cardiaque congénitale et de cirrhose du foie, 2 symptômes possibles d'une exposition aux radiations. Ces problèmes avec la série venaient surtout du fait que HBO n'avait pas eu sa permission d'utiliser son histoire, pas de son exactitude. Après la sortie de la série, elle a dû faire face à des journalistes indiscrets qui l'accusaient d'être responsable de la mort de son bébé. Ils me demandaient pourquoi j'étais restée au chevet de mon mari enceinte, a-t-elle confié à la BBC. Mais comment l'abandonner ? Nous ignorions tout des radiations alors. La mauvaise presse a forcé Lyudmila à quitter Kyiv, la capitale de l'Ukraine, pour s'installer dans une région rurale. Elle a également souligné plusieurs inexactitudes factuelles dans la façon dont la série a dépeint les événements, qui pouvaient sembler relativement mineurs aux yeux des spectateurs, mais qui étaient extrêmement importantes pour quelqu'un qui avait vécu ces événements. Dans la série, Vassili n'a pas pu être enterré avec ses chaussures,
car ses pieds étaient enflés par les radiations. Donc Lyudmila les a gardés comme souvenir. Ses chaussures ont en fait été enterrées avec lui. Quand il s'agit de films sur la politique, les politiciens qui y sont représentés n'approuvent mais presque jamais, peu importe où ils se situent sur l'échiquier politique. En fait, ils se sont même plaints du film Air Force One. Avec le film Game Change de HBO qui a dramatisé les événements entourant la décision du candidat républicain à la présidentielle de 2008, John McCain, de choisir la gouverneure de l'Alaska, Sarah Palin, comme colistière, il n'y avait aucune chance réaliste que Palin soit d'accord avec la façon dont elle était représentée. Et effectivement, elle ne l'a pas fait. Le film présente en réalité Palin et McCain, interprétés par Julianne Moore et Ed Harris, de manière plutôt sympathique. Mais avant même que HBO ne le sorte, Palin a attaqué sa crédibilité. Elle a envoyé à ses partisans une vidéo modifiant la bande-annonce du film avec des extraits d'actualité, la montrant positivement. Une note accompagnant la vidéo affirmait « Le scénariste de Game Change, Danny Strong, manipule encore les faits et omet des éléments clés sur la gouverneure Palin pour promouvoir un agenda biaisé et augmenter l'audience. » Il était aussi précisé que Palin se fichait d'être apprécié par l'équipe Obama à Hollywood. Palin n'a jamais indiqué quel fait ou aspect de son portrait elle contestait dans le film. Le réalisateur Jay Roach a déclaré que lui et son équipe avaient basé le film sur le livre du même nom des journalistes John Heilemann et Mark Halperin, et qu'il avait mené plus de 24 entretiens avec des personnes impliquées dans la campagne. John McCain n'aimait pas non plus Game Change. Le sénateur de l'Arizona n'a pas vu le film, mais a critiqué son point de vue, qualifiant le livre de Heilemann et Halperin sur Fox News Sunday de totalement biaisé et rempli de citations non attribuées. Il a également estimé que le film revenait à une véritable attaque contre le caractère de son ancienne colistière, déclarant qu'il ne comprenait pas, même dans le monde difficile de la politique, pourquoi il continuait d'y avoir une telle attaque contre une personne bonne et honnête. Par-dessus tout, McCain n'a pas apprécié que le film le montre en train d'utiliser des gros mots. Il a commenté, sans lâcher un seul juron, qu'on lui avait dit qu'il était présenté comme utilisant énormément de langage grossier, et il a ajouté qu'il n'utilisait pas souvent de langage grossier. J'ai un vocabulaire plus riche que ça. 4 ans avant Game Change, Jay Roach avait déjà irrité Washington avec un film HBO. En 2008, le film Recount de Roach sur le recomptage controversé en Floride qui a décidé l'élection présidentielle de 2000 a contrarié démocrates et républicains impliqués. C'est ce qu'on appelle un accord bipartisan, non ? L'ancien secrétaire d'État Warren Christopher dirigeait l'équipe d'Al Gore pendant le recomptage et tenait donc un rôle clé dans le film, incarné par Sir John Hurt, célèbre pour Elephant Man et la scène où une créature lui sort de la poitrine. Christopher a découvert le film grâce à son tailleur. Après avoir lu les transcriptions des scènes de son personnage envoyées par HBO, il n'a pas été impressionné. Il a déclaré au New York Times que cela contenait des événements qui ne se sont jamais produits, des paroles que je n'ai jamais prononcées et des décisions qui m'ont été attribuées alors que je ne les ai jamais prises. D'accord, mais comment c'était ? William M. Daley, directeur de campagne de Gore joué par Mitch Pileggi, a aussi contesté la représentation de Christopher. Selon Daley, le film a déformé les événements en présentant Christopher comme étant trop prudent et trop respectueux de la procédure et pas assez préoccupé par la victoire. Selon le film, tout cela a permis au stratège républicain James Baker, interprété par Tom Wilkinson, de déjouer Christopher. Mais Daley l'a dit plus directement, affirmant que voir Warren Christopher comme une mauviette dupée par Jim Baker relève d'une pure fantaisie, d'une personne voulant se donner plus d'importance. On dirait qu'il voulait moins un recomptage qu'une réécriture. Que pensez-vous ? Les séries basées sur des faits réels doivent-elles rester fidèles à la réalité ? Donnez votre avis en commentaire. Profitez-en pour découvrir nos autres vidéos de Weird History.